Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence sur l'entretien épistémique. Je voudrais juste faire un petit sondage pour voir un petit peu comment je peux adapter mon discours. Qui sait vraiment, qui pense savoir ce que c'est l'entretien épistémique ici? D'accord, et je n'ai qu'une heure, super. Bon, alors, si vous êtes venu ici, c'est probablement attiré par ce titre, en plus de mon nom. Comment faire comprendre à quelqu'un qu'il se trompe? Je crois que c'est comme ça qu'on a nommé ça ici. Et anciennement, j'appelais ça comment faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort et pourquoi c'est une mauvaise question. Eh bien, alors je vais quand même me présenter pour ceux qui ne savent pas. Moi, je suis Monsieur Sam, je tiens une chaîne YouTube où je parle de scepticisme. Ma particularité, c'est que je suis un ancien complotiste. J'ai cru en tout plein de théories du complot et donc à ce titre, je sais maintenant que je fréquente les sceptiques qu'il n'y a pas spécialement une grande différence d'intellect entre les croyants, les complotistes et les sceptiques et les zététiciens. Donc c'est autre chose, il y a quelque chose d'autre qui est à l'œuvre dans le fait qu'on se met à croire des trucs un peu farfelus. Et moi, ça, c'est vraiment une question qui me passionne parce que ce que j'essaye de faire avec ma chaîne, c'est de produire des contenus qui, si je les avais croisés à l'époque où j'étais dedans, m'aurait fait un petit peu bouger mes lignes, m'aurait fait un peu réfléchir. Et donc la question de comment on fait bouger ces lignes, comment on peut un petit peu réfléchir quand on est vraiment coincé dans des croyances extrêmes, alors on va parler des croyances extrêmes, c'est vraiment le truc qui me préoccupe le plus. Et donc quand j'ai été mis au courant de l'existence de ce machin qui s'appelle l'entretien épistémique, ça m'a immédiatement passionné parce que c'est terriblement efficace, vous allez le voir. Donc, voilà, je vais beaucoup me repérer à mes notes parce que la soirée d'hier, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle a fini tard. Donc, m'en veuillez pas, ça va être un petit peu brouillon par rapport à ça. Voilà, donc je remercie évidemment Willy pour l'invitation, le REC, etc. C'est vraiment quelqu'un qui s'est décarcassé pour rendre tout ça possible. Si vous le croisez, n'hésitez pas à le féliciter. Comment faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort? C'est pas possible. Voilà. Merci. C'était pas mal, hein? C'était pas mal. C'est pas possible. Un peu comme on peut pas forcer quelqu'un à manger. Mais on peut faire en sorte d'amener de la nourriture près de quelqu'un et lui dire si t'as faim, voilà, fais-toi plaisir. Donc on va déjà se mettre dans cet état d'esprit qu'on n'est pas là pour décider si la personne doit changer d'avis ou pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Moi, si je m'intéresse à ce sujet aussi, c'est parce que je reçois énormément de messages de type ouais, ma sœur est en train de tomber dans une secte, ma mère veut pas se faire vacciner, etc. On n'arrive plus à discuter, on se dispute tout le temps, etc. Vous allez voir que cette méthode de conversation permet de rétablir les liens avant tout et de faire bouger les lignes un petit peu sur non pas sur nos croyances, mais sur les raisons pour lesquelles on croit quelque chose. Alors je précise quand même que l'entretien épistémique, c'est quelque chose qui est pour l'instant expérimental, il y a très peu de sciences autour. J'ai réussi à y raccorder un petit peu de neurosciences, je vais vous en parler tout de suite, mais pour l'instant, il n'y a pas de tests qui ont été faits. Hier, j'ai pu discuter à une table ronde avec Anthony Magnabosco, on en reparlera tout à l'heure de lui, mais qui est un petit peu le pionnier de cette méthode-là précise. Il y a des tentatives de faire des études autour de ça qui vont être entreprises d'ici peu. Mais pour l'instant, d'un point de vue scientifique, tout ce que je vais vous dire là, on est un petit peu dans l'expérimentation. Il n'y a pas une base solide pour ceux qui y tiennent. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, voilà. Alors, ne pas confondre l'entretien épistémique avec l'épistémologie. C'est pas sympa pour les épistémologues, parce que ça n'a absolument aucun rapport. L'épistémologie, c'est un champ de la philosophie qui a pour objet l'étude critique des... En gros, je ne vais pas lire mon truc. L'épistémologie, c'est l'étude de comment on produit de la connaissance. Il y a deux grandes interprétations à ce mot épistémologie. Il y a l'interprétation comment on produit de la connaissance scientifique, et à l'interprétation, comment on produit la connaissance au sens large. Donc ça inclut les religions, les croyances extrêmes, les croyances simples, les rumeurs, ce genre de trucs. Comment ces choses apparaissent? Quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre? Et de même, si on appelle ça un entretien épistémique, c'est parce qu'on va étudier non pas ce que la personne croit, on ne va pas discuter de ce que la personne croit, on va discuter de comment elle a produit sa connaissance. Et on va se cantonner à ça. On va vraiment rester calé là-dessus. C'est ça qui va être le cœur de la conversation et qui va en même temps permettre d'éviter toutes les tensions, etc. Vous allez voir. Je reviens sur cette petite image.
Donc le cœur de l'entretien épistémique, et ce qui nous réunit un petit peu tous ici, c'est ce qu'on appelle la métacognition. C'est en esprit critique et en esthétique, la métacognition, c'est la capacité qu'on a soi-même à analyser notre propre traitement cognitif. C'est comment on arrive à soi-même comprendre comment on comprend les choses. C'est un retour sur notre propre pensée. Et ça, par contre, la métacognition, c'est étudié scientifiquement. Et ça, c'est vachement cool parce que ça nous apprend des tas de trucs, notamment quand on regarde comment on mesure la métacognition dans la recherche. On la mesure principalement avec... Qu'est-ce que j'ai noté, moi? C'est ça. Oui, pardon. Non, ça ne change pas parce que j'ai eu la flemme de mettre à jour. On va rester là-dessus pendant un petit moment par rapport à la métacognition. Donc, la métacognition, c'est un rapport entre deux choses. C'est un rapport entre la confiance qu'on a par rapport à quelque chose qu'on croit et la confiance qu'on devrait accorder à cette chose qu'on croit. Un petit peu le rapport entre la certitude et l'exactitude du propos, si vous voulez. Et une pensée extrême ou une pensée conspirationniste, ben c'est quoi? Ben c'est une dissonance entre ces deux trucs-là. Que ce soit vrai ou pas vrai d'ailleurs. Par exemple, si vous pensez tous que la Terre est ronde, mais que vous pensez qu'elle est ronde parce que tout le monde le pense, ben il y a une grosse dissonance entre la certitude que vous avez par rapport au fait que la Terre est ronde et la connaissance que vous avez du fait que la Terre est ronde. Donc c'est un petit peu là-dessus que ça va travailler. Mais évidemment, on va surtout s'en servir pour les raisonnements qui sont problématiques. C'est pas très grave que vous pensiez que la Terre est ronde pour des raisons assez faibles. Sauf si vous avez affaire à un platiste, il va vous dégommer. Là, parce que lui, par contre, les raisons pour lesquelles il croit que la Terre est plate, elles sont massives. Il a toute une cosmogonie, il a plein d'explications sur plein de trucs. Et vous n'allez pas savoir suivre. Je le sais, ça m'est arrivé. Alors, comment s'est testée la métacognition? Eh ben, c'est testé avec des trucs tout simples, tout bêtes, où on demande à des gens de dire, alors on leur montre deux carrés noirs, on leur demande s'il y a plus de points à gauche qu'à droite. Enfin, vous avez ce genre de trucs vraiment très neutres. J'insiste sur le fait que c'est neutre parce que dans l'étude que j'ai vraiment décortiquée pour ça, il y avait un questionnaire qui incluait notamment les prises de position politiques. Et donc on pouvait mesurer l'engagement politique et le comparer à ces tests. Alors on ne va pas trop se pencher sur les tests, mais on va plutôt, comme je disais, revenir sur ce qu'on mesure réellement en métacognition. Il y a d'abord ce qu'on appelle le biais métacognitif. Donc ça, c'est vraiment, est-ce qu'on est sur un excès de confiance ou un manque de confiance? Ça peut être plein de trucs. Ça peut être le sentiment d'imposteur ou comme Clément Fraisse, hein, les excès de confiance, comme ça, tout azimut, hein, vous savez. Il y a la sensibilité métacognitive. Là, par contre, alors on la confond souvent avec le biais, mais dans les études, ça a été très important de faire la distinction entre les deux. Je vous passe les détails parce que sinon on parle que de ça. La sensibilité métacognitive, c'est le vrai niveau de corrélation entre l'exactitude de la chose dans laquelle on croit et les raisons pour lesquelles on y croit. Vraiment le niveau de corrélation entre l'exactitude et la confiance. Et puis, il y a l'efficacité métacognitive, et ça c'est aussi super important, c'est la variation de ces trucs-là en fonction de la difficulté de la tâche. C'est-à-dire, on ne va pas être aussi performant. Vous allez pouvoir prendre un plombier, il va être super performant sur toute la plomberie, mais vous allez lui parler de médecine, il va partir dans la médecine quantique. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de la tâche, la difficulté par rapport à l'individu, on va obtenir des résultats. Et donc, ces variables-là permettent de mesurer la métacognition d'un groupe d'individus. J'insiste sur le fait que ce soit un groupe d'individus et non pas des individus, parce que les résultats en question, que je vais éplucher juste ici après, il ne faut pas les appliquer à des personnes. Ça, ça s'applique plutôt à des ensembles. Et en fait, quand on comprend ces mesures-là, l'idée de l'entretien épistémique découle d'elle-même. On comprend vraiment que c'est sur ces trois machins-là qu'il faut essayer de rétablir une forme d'équilibre quand on est face à des croyances délétères, à des croyances problématiques. Vraiment de type je ne veux pas me faire vacciner, je ne sais pas quoi, etc. Ou je ne veux pas prendre mon traitement chimiothérapique. Enfin voilà, ça c'est des... Parce que là aussi, l'entretien épistémique étant assez puissant, il convient quand même de se demander si ça vaut la peine
de se lancer là-dedans si la croyance est vraiment problématique. Si vous avez votre grand-mère qui croit que le petit oiseau qui vient toquer à la fenêtre tous les matins, c'est l'esprit du grand-père qui lui fait signe, bon, ben laissez là-dedans, quoi, hein, ça ne sert pas trop à grand-chose de venir lui dire c'est n'importe quoi, etc. Donc, une autre étude, donc celle qui a étudié les participants radicaux, elle a montré que, effectivement, alors, surprise, plus on est radical, moins on est perspicace dans l'exactitude des décisions qu'on prend. Les radicaux, qui ont été considérés comme radicaux, politiquement, je précise, ont montré de plus petits changements de confiance en réponse à des preuves de non-confirmation. C'est-à-dire qu'ils sont, plus l'engagement est fort dans une croyance, qui est pourtant peu soutenue, moins on est sensible aux preuves. Donc, ça démontre aussi que l'idée du débat, on va en reparler aussi du débat, l'idée de venir avec des preuves accablantes, même avec toute la sympathie du monde, plus on est engagé de façon radicale dans un raisonnement, moins on y est sensible. De nouveau, ça s'applique à des groupes, pas à des individus. Raison pour laquelle je ne suis pas méga fan du format débat. L'étude déduit aussi que ce sont la résistance générique à la reconnaissance et à la révision des croyances incorrectes qui font le moteur potentiel de la radicalisation. Il était tard hier. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase? Il était tôt ce matin, mais les deux, en fait, les deux. C'est ça qui est génial. Si vous voulez garer Arnaud, il y a moyen. C'est ça. Donc, le moteur de la radicalisation, c'est aussi cette incapacité à accueillir des preuves qui vont remettre en question cette radicalisation. C'est assez important parce que jusque-là, on avait d'autres hypothèses. On avait l'hypothèse du milieu duquel on est issu, etc., quelles étaient les préconceptions, et en fait, pas tellement. Enfin voilà. Bon, après, moi, c'est les chercheurs qui disent ça. Donc, en gros, changer l'état d'esprit de quelqu'un, ça dépend d'une motivation à changer l'état d'esprit, mais aussi d'une capacité à changer l'état d'esprit. Et ces deux trucs-là, motivation et capacité, c'est les deux leviers de l'entretien épistémique. C'est-à-dire qu'on va discuter avec une personne, et ce qu'on va mettre au service de la conversation, c'est notre motivation à aller plus loin dans un raisonnement et notre capacité qu'on va apporter à la personne à prendre du recul sur ses convictions. Mais on va passer tout ça et on va aller directement à l'entretien épistémique avec le cas Tonton Hubert. Donc Tonton Hubert, vous le connaissez tous, hein, vous en avez tous dans votre famille. Il est sympa, on l'aime bien, on passe du bon temps avec lui, il n'y a pas à dire. Mais dans les repas de famille, quand même, à chaque fois, il y a toujours un petit moment où on aurait aimé qu'il l'ouvre un peu moins. Par exemple, prenons un exemple qui ne sera pas trop clivant ici au REC. Tonton Hubert tape sur la table et dit « Mais l'homéopathie, c'est prouvé scientifiquement, hein, avec beaucoup d'aplomb, etc. » Et vous êtes un sceptique, vous avez évidemment suivi mes vidéos, les vidéos de la tronche en biais et tout ça, et vous grattez la table avec vos ongles parce que Tonton Hubert, on t'aime bien, mais quand même... Et en plus de ça, vous avez votre enfant qui est à table, et Tonton Hubert se tourne vers lui et dit « Tu prends de l'homéopathie, toi? Tu devrais. Hein. » Donc tout ça, c'est des situations très difficiles. Alors je ne vais pas stigmatiser les Hubert dans la salle, je ne sais pas si... Voilà. Mais il va prendre cher. Voilà. Alors, dans ces cas-là, on est... alors ce ne sera pas très scientifique, mais de nouveau, c'est mon observation. On est face à deux choix. Il y a deux grands axes. Soit on combat l'autre, soit on se préserve. Et je pense que ça va être dans l'autre sens, puisque... Oui, c'est ça. Et sur cet axe, en général, j'ai repéré qu'il y avait 7 grands principes. Et moi, ce qui m'intéresse dans le fait de vous les montrer, c'est qu'on n'a pas toujours conscience qu'en fait, quand on est face à un Tonton Hubert, on a un jeu de cartes en main, on a un choix. Bien souvent, on y va à l'instinct, et le premier truc qui nous vient,
Eh ben, voilà, on va lui rentrer dedans, on va lui dire, oh, mais t'as pas vu ceci, mais t'as pas vu telle preuve, t'as pas vu tel machin. C'est bien de se rappeler qu'on a en fait beaucoup de choix à notre portée qui ont tous une efficacité plus ou moins différente et des objectifs différents. Parce qu'il y a un truc qu'on se dit souvent en zététique, c'est une question toute bête qu'il faut se rappeler, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire est réellement en train de servir mon objectif? Si vous voyez que vous conversez avec tonton Hubert et que ça rentre pas et que ça part en engueulade, est-ce que vous êtes vraiment en train d'atteindre votre objectif? Et comme c'est vous qui l'avez contredit, est-ce que c'est pas un petit peu votre responsabilité aussi dans cette conversation, dans cet échange qui est en train de partir nulle part, de le diriger correctement? Donc c'est bien de se rappeler un petit peu les cartes qu'on a dans les mains. Voilà. La première étant de rejeter tout simplement l'affirmation. Vous vous en foutez de ce que tonton Hubert pense et de ce que les gens pensent du sujet. Et mon PDF ne charge plus, c'est génial. Là, on a un problème. Je vais heureusement pouvoir le poursuivre ici. Ok, un petit instant s'il vous plaît. Voilà, on y est. Donc voilà, vous vous en... Attendez, hein, on va s'installer correctement. On peut rejeter simplement ce truc, on sent le guet-apens, ben voilà, on le rejette. Ça fait partie des options. Ensuite, vous avez le classique, je vais débattre. Sauf que débattre aujourd'hui, c'est un petit peu devenu synonyme d'une démarche dogmatique. On va faire affronter nos dogmes. Toi, tu crois ça, tu es sûr d'avoir raison. Moi, je crois ça, je suis sûr d'avoir raison. Et on va se castagner nos dogmes. Et dans 99% des cas, à la fin, tout le monde reste sur ses positions. Et chaque public de chaque parti, en plus, ça a été mesuré scientifiquement, chaque public de chaque parti est persuadé que son parti l'a emporté dans la conversation. Ça ne sert pratiquement à rien. Alors je sais que c'est très kiffant les débats, j'adore ça, comme tout le monde. Mais quand on a un objectif précis, c'est... Qu'est-ce que... Oui ? Oui ? Je vais y venir. Et si ça ne te dérange pas, on va vraiment réserver les questions pour la fin. Mais je vais y venir, attends que je fasse le tour. Parce que en fait, je ne pose pas des définitions universelles à ces termes. Ici, je pose des définitions qui me sont propres. Le mot débattre a notamment un sens premier qui est éviter de se battre. Et pourtant, c'est finalement devenu une espèce de castagne la plupart du temps. Mais effectivement, ça peut aider à faire bouger des lignes, etc. Mais le résultat global des débats qu'on observe, malheureusement, et qui a été mesuré en plus, avec des lycéens et des équipes de foot, c'est une étude assez marrante, c'est que les chapelles, elles ne bougent pas. Chacun prêche pour sa chapelle et chacun conforte sa chapelle. Donc c'est pas ouf. Il y a une autre solution qui s'appelle discuter. Alors de nouveau, c'est ma définition de discuter. Et je la rapproche très très fort de ce que le chat sceptique a fait comme livre et vidéo que je vous recommande à propos de la cible de Graham, qui est une proposition qui n'est pas scientifique mais qui reste intéressante. C'est-à-dire qu'on va avoir une conversation dans laquelle on va essayer, vous voyez, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs degrés, et on va essayer d'arriver jusqu'à la thèse centrale pour la réfuter. Ça, c'est des conversations qu'on peut avoir entre personnes qui sont entre guillemets du même groupe, mais qui ont des petits désaccords. C'est assez fréquent chez les sceptiques. On arrive à avoir des discussions où on n'est pas d'accord, et finalement, c'est un bel échange, et on fait un petit peu bouger nos lignes, etc. Moi, ça, c'est ça que j'appelle la discussion, qui est une forme de débat paisible, en fait. C'est un petit peu ce que devrait être un débat. Et puis, il y a la discussion coopérative, et c'est ça l'entretien épistémique, mais on va y revenir après. Là, je veux juste que vous ayez conscience que quand on a affaire à un tonton Hubert, on a des cartes en main, et c'est bien d'en choisir une. On peut aussi, d'une façon beaucoup plus légère, simplement se positionner. C'est-à-dire que vous avez tonton Hubert qui, à table, dit ouais, mais l'homéopathie, c'est prouvé scientifiquement. Imaginez, il n'a jamais été contredit. Tout le monde lui a fait toujours ah ouais, avec ses potes, on fait ah ouais, c'est vrai, t'as raison, machin. Et tout d'un coup, vous, qu'il respecte, qu'il aime bien, à table, vous lui dites juste ok, mais pour moi, c'est pas un bon argument. Je pense que c'est pas vrai. Et vous ne voulez pas entrer dans le débat, vous vous positionnez juste. Et bien, mine de rien, même si tonton Hubert il ne va pas changer d'avis dans l'instant, tout d'un coup, tonton Hubert, son niveau de certitude, automatiquement, il est un peu plus bas.
et vous allez lui instiller un doute. Et finalement, c'est tout ce qu'on demande aux gens, hein, c'est qu'ils doutent un petit peu de leur certitude, un peu plus. C'est un petit peu ça le but de l'esprit critique, c'est d'amener du doute. Et juste en vous positionnant, ben vous amenez déjà du doute. Et c'est un truc qu'on néglige beaucoup dans les débats et les conversations, parce qu'on a envie de gagner, on a envie de voir des résultats immédiatement, ou on n'a pas envie de s'énerver, ou des trucs comme ça. Mais simplement se positionner, respecter la position de l'autre, tout d'un coup, lui va repartir en se disant « Tiens, je n'ai pas été aussi convaincant que d'habitude. D'habitude, tout le monde me dit oui, etc. Et là, lui, je n'ai pas réussi. Je vais m'en prémunir pour la prochaine fois. Je vais réfléchir. Il va y avoir un truc. » Et donc ça, c'est vachement intéressant de s'en rappeler. Merci le document de faire des sauts de 10 pages à la fois. C'est très, très, très pratique. Nous avons aussi zappé, simplement zapper, la vertu du zappage, quoi, du zapping. Viens, on parle d'autre chose. Raconte-moi tes vacances, tonton. Qu'est-ce que tu as vu comme dernier film? Parce que, justement, parfois, il est plus important de maintenir un lien avec la personne pour être capable de parler avec, que de savoir que si on démarre sur cette conversation-là, on va s'engueuler. Et donc, dans votre jeu de cartes, en tant que possibilité d'intervention, vous avez ça, vous pouvez zapper la conversation, vous avez ce pouvoir, c'est très facile. Ouais, d'accord, si tu veux, allez, viens, on parle d'autre chose. Viens, bois un coup, resserre-moi, etc. Il ne faut pas négliger tout ça. Et puis alors, vous avez l'ignorance, vous attendez patiemment que ça passe. Ce qui est aussi une possibilité. Et donc moi, j'aime bien quand j'ai affaire à un propos qui m'émeut fort, ou qui touche fort mon engagement de sceptique. J'aime bien faire une pause et me rappeler que j'ai ces possibilités-là. Il y en a plein, hein, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a sûrement des tas de dégradés, mais dans ce que moi j'ai pu observer, c'est vraiment les principales. Et donc nous, on va surtout parler de celui du milieu, la conversation coopérative. Qu'est-ce que j'ai noté là? Qu'est-ce que c'est de ça? Ignorer, pas giseur, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est de ça? Ouais, voilà. On peut aussi poser la question autrement. Parce qu'il y a le fameux biais de la solution parfaite. On aimerait bien que notre mère prenne son traitement chimiothérapeutique, mais il n'y a pas de solution parfaite. Bon, posons la question autrement. Quelle est la solution la plus efficace? Jusqu'où peut-on aller le plus loin? Et ce qui me vient en tête immédiatement quand je pense à ça, c'est Bill Murray. C'est Bill Murray dans Un jour sans fin. Dans Un jour sans fin, Bill Murray revit sans arrêt la même journée. Et au fur et à mesure, il arrive à trouver les mots justes. À force d'échecs, erreurs, il arrive à trouver les mots justes. Et ça veut dire un truc vachement important, ça veut dire que les mots justes existent. Ça veut dire que les mots justes, si on les avait et si on les prononçait, on obtiendrait un résultat. Et à nouveau, moi, quand je pense à ça, ça me renvoie à une espèce de responsabilité si je me mets à parler à la personne. Je m'engage à parler avec la personne, donc je m'engage à trouver les mots justes. Même si la personne est obtuse, même si la personne est bloquée, je m'estime responsable. Il y en a beaucoup qui abandonnent une conversation en disant « il est trop con, il veut rien refuser, tant pis pour lui, c'est de sa faute ». Non, si vous engagez l'échange, vous avez une part de responsabilité dans cet échange. Et donc c'est pour ça que l'entretien épistémique est vachement important, parce qu'il faut garder à l'esprit que, en matière de chercher les mots justes, en matière de chercher les mots les plus adéquats possibles, l'entretien épistémique est, à mes yeux, une des solutions les plus efficaces actuellement. Et oui, donc là on revenait là-dessus. Voilà, blablabla. Un petit bout d'histoire, vite fait avant. Donc, l'entretien épistémique a pour origine le dialogue socratique, il y a 2400 ans, qui est un ensemble d'une trentaine de textes écrits par Platon sous forme de dialogue entre Socrate et un interlocuteur. Merci Wikipédia. Socrate, dans le dialogue socratique, se présente comme un homme simple qui confesse qu'il a peu de connaissances. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, il se met immédiatement dans la position d'un élève. Il va apprendre de l'autre sa croyance. Plutôt que de venir apprendre à l'autre qu'il croit mal, il se met dans la position, vas-y, apprends-moi comment tu crois ce que tu crois.
Il ne dit pas « apprends-moi ce que tu crois », il dit « apprends-moi comment tu crois ce que tu crois, pourquoi tu y crois ». Et c'est cette démarche qui est le fondement de l'entretien épistémique. C'est un peu l'inverse du débat. Le débat, c'est un petit peu expert contre expert. Ici, c'est une coopération. On va être l'élève de quelqu'un qui se présente comme expert. Et c'est en étant élève que lui-même va avoir un retour sur lui-même. Donc c'est ça le tronc commun entre l'entretien épistémique et la méthode socratique. La méthode socratique, quant à elle, a ceci de différent que la conversation démarre à partir du moment où la personne sait que l'autre a tort, croit que l'autre a tort. L'entretien épistémique ne se dit pas ça. L'entretien épistémique se fiche que l'autre est tort ou pas tort. C'est pas ça la question. La question, de nouveau, c'est le pourquoi, c'est le pilier. Comment pratiquer un entretien épistémique ? Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous expliquer les schémas. Je vais vous expliquer le schéma global, qu'il ne faut pas confondre avec un chemin. Souvent, on dit que une des critiques qui est émise contre l'entretien épistémique, c'est que ce serait une manipulation. On veut amener l'autre à un certain raisonnement. Ce n'est pas du tout ça. L'entretien épistémique, c'est une façon de diriger la conversation qui est faite de patterns. Il y a une espèce de boucle dans laquelle on va rester, vous allez voir. C'est une boucle qu'on va refaire encore et encore et encore. Et ça va juste permettre à la personne d'avancer dans la qualité des raisons pour lesquelles elle croit ce qu'elle croit. Et juste après ça, je vous montrerai une démonstration. Donc vous verrez un entretien épistémique mené par Anthony Magnabosco, et vous allez voir toutes les petites icônes qui vont être affichées à côté du film, et vous verrez en action comment ça se passe. Donc, en tout premier, dans un entretien épistémique, il faut s'assurer qu'on est en bon terme avec la personne, qu'on est dans une bonne ambiance. Je pars pas, c'est juste qu'il fait trop chaud, je me mets près de la porte. Ah ouais, t'as comme ça, toi. Ah ouais. Le mec s'en fiche, en fait. Ah, je vais passer devant ton pupitre tout à l'heure aussi. Et, ouais. Donc le point de départ, si vous n'avez pas ça, il ne faut juste pas essayer. Le point de départ, c'est d'établir une espèce de lien cordial. Commencez par vous assurer que vous êtes en bon terme avec la personne. De nouveau, qu'est-ce que tu as vu comme film récemment ? Ah tiens, où t'es parti en vacances récemment ? Il faut que le ton soit... On n'est pas opposé. Vous devez être déjà dans une espèce d'état collaboratif, d'état de... Il y a une réelle empathie qu'il faut développer dans un entretien épistémique. Vous devez vraiment être empathique de la personne, vous allez voir. Et donc le premier... Tu veux bien te... Merci. Le premier point à faire, le premier point important dans un entretien épistémique, c'est d'isoler l'affirmation en question. De quoi on va discuter. Vous allez voir que bien souvent, juste là-dessus, on peut déjà, juste en discutant de l'affirmation en elle-même, on peut déjà beaucoup avancer dans la conversation coopérative. Parce qu'on va se mettre d'accord sur l'affirmation, et le premier truc que vous allez devoir faire, c'est répéter l'affirmation de la personne. Et juste en répétant l'affirmation de la personne, en disant « je ne veux pas transgresser ce que tu me dis, mais c'est bien ça que je comprends ». Juste en faisant ça, la personne a déjà une espèce d'effet miroir, elle se dit « oui, c'est pas exactement ce que je voulais dire », et on va déjà un peu mieux préciser le propos. Une fois qu'on est bien d'accord sur le propos, la technique consiste à inviter la personne à évaluer son pourcentage de confiance en ce qu'elle dit. Tiens, tu crois que l'homéopathie est prouvée scientifiquement ? Très bien, mais sur une échelle de 0 à 100, 0 étant je n'ai aucune preuve et que des raisons de douter, 100 étant je n'ai... Attendez, je me suis gouré. Oui, voilà, c'est ça. Et 100 étant je n'ai que des raisons de croire, aucune raison de douter, où tu places ton curseur. Souvent sur les pensées radicales, et en fait pratiquement dans 100% des cas, la personne place son curseur à 100%. Moi, j'ai eu un maître homéopathe qui m'a même dit 10 milliards de pourcents. Bon. Il n'était pas maître mathématique, mais bon. C'est les dilutions, pardon, t'as raison. C'est moi qui n'ai pas le... Tu vois, Et donc, une fois qu'on est d'accord sur l'affirmation et le taux de conviction qu'a la personne en cette affirmation, on va essayer d'identifier ce que j'appelle le pilier. Qu'est-ce qui soutient cette affirmation ? En l'occurrence, tonton Hubert, il va vous dire c'est les études scientifiques, elles sont super solides. Ou alors, il va vous dire, je prends un exemple plus trivial, il va vous sortir le classique, l'homéopathie, ça marche sur moi. Je le vois bien, j'en ai pris, j'ai été mieux, je vois bien, ça marche sur moi.
Et votre travail, ça va être à ce moment-là, bon, déjà de vous mettre d'accord sur l'affirmation du pilier. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est ça marche sur toi, du coup, tu considères que c'est efficace. Alors, vous vous mettez bien d'accord là-dessus. C'est très important de répéter ce que la personne vous dit, parce que les malentendus, c'est un poison pour l'entretien épistémique. Une fois que vous êtes d'accord là-dessus, vous avez plusieurs méthodes pour mettre à l'épreuve ce pilier. La méthode la plus connue dans la sphère sceptique, c'est l'argument de réfutabilité, c'est le coup de Popper. C'est est-ce que tu sais toi-même qu'est-ce qui pourrait remettre en cause ta conviction? C'est une démarche, hein, c'est une démarche. Est-ce que tu sais toi-même ce qui pourrait remettre en cause ta conviction? Si tu ne sais pas toi-même ce qui pourrait remettre en cause ta conviction, est-ce que c'est bien raisonnable d'être à 100%? Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà être à un petit 95, quoi? Peut-être pas à 100%. Ah, déjà, on est en train de discuter, on est en train de dire oui, c'est vrai, j'étais un peu vite, on ne sait jamais, etc. On est déjà en train d'un peu bouger les lignes. On a aussi un autre moyen d'attaquer le pilier, c'est l'évaluation par la soustraction. On peut dire à la personne, ok, et donc si tu n'avais pas cet argument, ça marche pour moi, donc je considère que c'était efficace. Si tu n'avais pas cet argument, tu serais à combien de pourcents dans ta conviction? Et ça, c'est vachement important parce que bien souvent, la personne vous dit ah ben je serai quand même à 80%, et vous vous rendez compte qu'en fait le pilier que vous avez identifié, ben, il n'est pas si solide que ça. Et donc vous alliez perdre 1 heure de conversation pour rien parce que le pilier en question, ben, finalement, il ne sert pas tant que ça à soutenir la croyance. Donc il vaut mieux identifier un autre pilier. Et puis il y a le truc le plus redoutable dans l'entretien épistémique, c'est ce que j'ai appelé la comparaison à un clone négatif. Ça marche pour moi, donc je considère que c'est efficace. Ok, pas de souci. Mais il se trouve que j'ai parlé à quelqu'un de tout à fait intelligent, etc., mais qui m'a dit que les gris-gris, ça marchait pour lui aussi, et donc il considère que c'est efficace. C'est les mêmes raisons. Comment je fais, moi, pour savoir lequel de vous deux a raison? Et donc là, la personne, elle se rend compte instantanément que les raisons qu'elle invoque pour son truc, pour soutenir son truc, ces raisons-là ne sont plus valables pour un truc qu'elle sait faux. Et ça provoque immédiatement la réflexion de la personne. C'est ce qu'on voit dans les entretiens épistémiques. Immédiatement, la personne se dit ah oui, on va peut-être chercher une meilleure raison. Oui, mais moi, c'est pas pareil parce que. Et elle cherche, elle trouve pas. Et ça, c'est bien. C'est ça qu'on essaye d'atteindre avec l'entretien épistémique. C'est ce but-là, le but de l'entretien épistémique, c'est que la personne réfléchisse aux raisons qu'elle a de croire ce qu'elle croit. C'est à elle de bouger ses lignes ou pas bouger ses lignes. Moi, j'ai l'habitude de dire que la remise en question s'effectue toujours dans l'intimité de la solitude. Mais vous avez placé des petits cailloux dans les chaussures de ses certitudes. Et ça, c'est vachement bien. Vous lui avez amené de l'esprit critique. Vous ne l'avez pas manipulée pour qu'elle change d'avis. Vous l'avez simplement invitée à reconsidérer les choses qu'elle croit, avec une comparaison au clone négatif, comme j'explique. Vous avez donc ce temps de réflexion qu'il faut généralement éviter d'interrompre. Après, si la personne est mal à l'aise, bon la laissez pas coincer. Il faut, comme je dis, la cordialité est le point le plus important. S'il n'y a pas de cordialité, s'il n'y a pas de sentiment de bienveillance, d'amicalité, etc., c'est mort. Et c'est parfois à des petits détails que ça... Parfois, la personne va se dire « Oui, mais attends, elle est bizarre ta conversation, tu es en train de me manipuler. » Et là, c'est très important de se calmer, de revenir... Mais bon, là, on entre dans les détails qu'on trouve souvent. Et donc, une fois que la personne a réfléchi, vous l'invitez à se réévaluer. Ok, bah maintenant que tu penses que ta raison principale, elle n'est pas bonne pour les gris-gris, est-ce que tu penses que c'est toujours bien d'être à 100% sur ta confiance en l'homéopathie? Et là, la personne, elle réfléchit en général. Vraiment dans une énorme quantité de cas. Ça va bientôt être, je l'espère qu'Anthony va y arriver, ça va bientôt être évalué scientifiquement, mais en tout cas d'expérience et de ce que je vois, si l'entretien est bien mené, c'est quasiment systématiquement positif en termes de réévaluation de sa propre métacognition. Donc, oui, voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne en vrai. Est-ce que j'ai fait une petite présentation? Donc maintenant, je vais vous montrer... super.
Je vais vous montrer un entretien qu'a mené justement Anthony Magnabosco, qui est le principal fondateur entre guillemets de cette méthode. En tout cas, c'est lui qui l'a le plus travaillé. Ça fait 10 ans qu'il mène des entretiens. C'est un Américain, mais cette vidéo est sous-titrée. Donc son truc à lui, il a une façon de le pratiquer assez singulière. Il se pointe dans un campus ou dans un parc, il a un petit truc pour noter, il a un petit chronomètre et il invite les gens à avoir une conversation de 5 minutes. Juste 5 minutes. Au bout des 5 minutes, si la personne souhaite mettre fin à la conversation, elle s'en va, sinon on poursuit la conversation, etc. Et donc il va avoir cet entretien épistémique, il va laisser la personne choisir le sujet. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. J'ai pris l'exemple le plus court de sa chaîne, mais la plupart des entretiens font une vingtaine de minutes. Ça aussi, c'est un petit problème de l'entretien épistémique, c'est que ça prend du temps. C'est pas comme un débat ou à table où on lâche 2-3 arguments, etc. Donc effectivement, si vous vous engagez sur cette voie-là, la responsabilité à prendre, c'est que on prend le temps de le faire. Et donc, voici ce que ça donne si les dieux de la technique sont avec nous. What's up, man? Regardez bien les You got 5 icônes. minutes for a quick interview? Sure. You do? All right, awesome. What's your first name? James? James? I'm Anthony. You mind if I record you? No, it's cool, man. You cool? All right. Are you go to school here? Yes, sir. Cool. Are you heading to a class? No, I gotta go get a Scantron. I gotta do a Scantron? makeup test. They still use those things? Okay. I mean, my test ain't until 1:30. I got plenty of time. Oh, you do? Yeah. Donc là, la All cordialité. right. What are you studying here? Sociology. Okay. That's my major, sociology. Yeah. Right now I got all kind of classes. Really? Criminology. I just came out of world geography. Oh, yeah? So Cool. Well, what I'm doing, James, is I'm interviewing people to see how they arrived at their God belief, if they believe in a God. And if they do, I'd like to understand why and how do they get to that point. yeah. Is there a particular God that you've chosen to worship? I don't know what you call Jehovah. How do you Jehovah? call him? I don't know. You're a Christian, I take it? Yeah. Okay. How committed are you to the belief being true? Like if I were to have a scale where 100% is I'm 100% committed and convinced that the belief is true, and 0% is I have no commitment, I'm not convinced at all that the belief is true, where would you be? You just say 100. I'm gonna say 100 because it's just, I don't know, my grandmother's real religious. Okay. You know, and I kind of grew up with my grandma, so You grew up with your grandma? just like the other day, somebody I put on Facebook, you know what I'm saying? He was like, you know, no lie, man. He was like, how can Noah's Ark be real? What did I'm gonna stand here to get that stupid train behind me. what did the animals eat? You know Yeah. what I'm saying? Then he was like, oh, I guess they had self-refilling. You know, just talking down. That don't really affect me. You know, I was raised with it, so I'm just gonna Okay. stick with it. You were raised with it. You know, my grandfather was raised in a time, you know, like with Alan Turing, and he was making the first computer, and back in the 40s, you know, during the war. And he was raised to think that smoking was actually good for him. They had commercials that would promote the benefits of it. I remember Yeah. that. I remember that. I not remember like I lived You through it, probably but I've seen it. Yeah. Sure. Yeah, you see the old Documentaries commercials. and stuff. Like he was taught that smoking was good for him. Does him being raised with a particular belief in mind make the belief true? Yeah, in a way, it makes. Yeah, I mean, basically, Okay. it all depends. It depends, you know, because some people, you know, like they'll grow up and they'll change religions or change mentality. But if you raised in it, it's more. I don't know. I can't think of the word. More, I guess, more real to you, more logical to you. Okay. So him being raised to believe that smoking was good for him makes it true that smoking was good for him? That makes him believe Oh, that makes him believe. that's a distinction. Okay. That makes him believe that it is. It's not just because he was raised with it doesn't make, you know, smoking Okay. better, but it makes him think, like, why not? I can do it. Yeah. I mean, it makes him think that it really is good for you at all. But How is this situation with my grandfather perhaps any different, James, than the situation with you being raised with your grandmother?
and being taught that this belief is true. How do you know that it's true? How could you be at 100% on the confidence, on your commitment to it? No, man. I don't know. You know, and I know there's lots of religions. I done had people try to change me to different religions and stuff. There you got it. I don't know. I'm just, I guess, kind of stuck in my ways. You know, I guess you can say that. Like, I believe what I believe. You know, and I don't know. I don't know. Okay. I just really don't believe. I mean, I can't say I don't believe in other religions because that's rude. You know what I'm saying? I respect everybody, and everybody has their own opinion. I just don't believe in none of, you know, You don't believe those religions, you believe yours, and it's a large result of because you were raised that way. But you would acknowledge that just being raised in a particular way doesn't make the belief true. That's true. That's true. Okay, yeah, and correct me if I'm wrong. I don't want to misrepresent your position. No, that's right. If you acknowledge that that's the case and you don't know if the belief is true, is it an honest position to hold yourself at the 100% mark? Shouldn't you be moving down a tick or two? That's true. I mean, it makes sense. It definitely makes sense. It definitely makes sense. I don't know, man. I got friends that's atheists and stuff. You know, I just don't get on with it. I mean, that's true. I never thought about it like that, but that's true. James, I'd like to give you a card that I have. It has my email address, and my name is Anthony. And if you want to schedule a time to meet, or you just want to hit me up on email, and if you maybe thought of a different answer, Yeah. or you want to talk about it some more, hit me. Yeah, All I'll right? email you, man. Please do. I'm gonna email you probably when I get home. Oh, yeah? Probably when I get home. I got a laptop. Will you give our talk some thought? Yeah. Did you enjoy the talk? Yeah, I really did. I really did make me think, you know? Made me think. It made me think. It made me do a lot more thinking than I thought I was going to do today. I can't ask for anything more, man. Thank you very much, dude. All No right? problem. This is you right here? That's me. I'm gonna email you, Anthony. I promise you. I really appreciate it, James. Have a good one, man. Voilà, vous voyez le visage de la personne qui a fait ça. Donc vous avez vu ça. Le mec est content de la conversation. C'était paisible, c'était positif, et c'est pas un cas isolé. Sur la chaîne d'Anthony, vous allez voir que l'écrasante majorité des conversations se passent comme ça. Et c'est passionnant, c'est sidérant. Nous qui avons l'habitude de nous harponner sur Twitter, sur machin, et se faire agresser par-ci, par-là, par les conspirationnistes de ceci, les croyants de cela, en fait, il y a une issue qui est quand même beaucoup plus cool, coopérative, et qui établit les liens. J'attire aussi l'attention sur le fait qu'il a fait une espèce de service après-vente, parce que vous ne savez jamais si en réalité la croyance de la personne n'est pas très importante pour elle. Si ça se trouve, vous venez de déstabiliser quelqu'un qui avait besoin de cette croyance, parce que sorti d'un deuil ou je ne sais pas quoi. C'est vachement important, il faut faire gaffe. C'est avec un grand pouvoir, hein, blablabla, de grandes responsabilités. Je suis un petit peu embêté parce que normalement cette conférence elle fait 2 heures et même en 2 heures j'arrive pas à encercler toutes les subtilités qu'il y a et toutes les méprises qu'il peut y avoir à propos de l'entretien épistémique, qui est un truc très critiqué. Vous voyez, on flirte quand même pas très loin de quelque chose qui s'apparente à de la manipulation. Donc je préfère m'arrêter là et qu'on passe aux questions-réponses qui me donneront un meilleur aperçu des éventuels malentendus que j'aurais pu engendrer, que de poursuivre et vous citer toute la liste des petites subtilités et des petites précautions à prendre quand on fait un entretien épistémique. Oui, excuse-moi. Mais viens. Excuse-moi, heureusement que t'es là, hein, putain. Vas-y, prends le micro, dis. Bonjour à tous. Donc on a un stand d'une association qui s'appelle Opinion sur rue, où on essaie justement de s'améliorer et de pratiquer l'entretien épistémique. Donc si vous voulez en savoir plus pour ou bien vous entraîner, faire un entretien aujourd'hui, recevoir un entretien aujourd'hui pour voir à quoi ça ressemble, ou en savoir plus pour apprendre la méthode et vous l'approprier, on a un stand qui est juste à côté, le stand Fides, où il y a Opinion sur rue. Voilà. Merci. Et bravo à vous.
Donc voilà, nous avons un petit quart d'heure pour faire un question-réponse. Je vous écoute si vous avez des questions. Oui. J'ai juste une question pragmatique. Je voudrais savoir simplement si les vidéos de Anthony Magnabosco sont sous-titrées comme celle-là. C'est juste sous-titré en français. Alors, plusieurs choses par rapport à ça. Il y a une playlist sous-titrée en français sur sa chaîne. Il y a quelqu'un qui s'occupe de faire des sous-titres, mais c'est une petite partie de... Je veux dire, le mec fait ça depuis 10 ans, donc forcément, voilà. Après, vous avez vu, c'est pas... Enfin, pour ceux qui ont moi, j'ai pas un très bon niveau d'anglais, et ça va, je m'en sors. Ouais, je comprends, ça met du temps. Et moi, d'ailleurs, c'est trop de grâce à Anthony que j'ai amélioré mon anglais, parce que je voulais vraiment comprendre comment il faisait, quels étaient les patterns, etc. Donc oui, vous trouvez ça sur sa chaîne YouTube, Anthony Magnabosco, je ne sais pas quel exactement. Et voilà, donc une autre question. Voilà. Oui, non, mais il y a des disciplines carrément qui utilisent des méthodes proches sans vraiment le savoir à mauvais escient. La psychanalyse. Effectivement, ça peut arriver. Et c'est comme je dis, c'est un pouvoir assez dangereux. Faites gaffe, quoi. Si vous allez vraiment tripatouiller dans des trucs, vous ne savez pas si c'est important pour la personne. Ou même quand vous parlez à des inconnus, par exemple ici, vous allez rencontrer quelqu'un à une table. Si ça se trouve, cette personne, elle a des petits soucis, je ne sais pas moi, de schizophrénie ou etc. Elle a des croyances qui sont... c'est maintenant que tu tombes plat, toi, c'est cool. Elle a des croyances qui sont... ça peut être problématique d'aller les chatouiller. Donc, effectivement, c'est un truc assez dangereux. Mais la balance bénéfice-risque par rapport aux problèmes qu'on a aujourd'hui avec les antivax, les ceci, les cela, elle est quand même en faveur d'une espèce de démocratisation de l'entretien épistémique, je pense. Alors, ça peut se discuter. Je vais la répéter. Oui, tout à fait. C'est une question que Gontran me posait ce matin qui était extrêmement pertinente. Il me disait, mais imagine quelqu'un qui n'a pas une culture énorme et qui parle avec un témoin de Jéhovah, est-ce qu'il ne peut pas finalement se faire convaincre? Et en fait, il faut bien se mettre en tête que l'entretien épistémique se fiche du sujet. Donc oui, effectivement, dans quelques rares cas, si vous êtes face à un croyant, il va vous convaincre. Mais moi, je trouve ça plutôt positif, parce que en fait, ça montre que l'entretien épistémique, ce n'est pas un truc à sens unique, malgré l'asymétrie de la conversation. Ça montre que si c'est vous qui n'avez pas des raisons suffisantes de soutenir votre croyance, c'est vous qui allez vous mettre à bouger vos lignes. Et c'est là que c'est quand même super cool, je trouve, ce truc. Ça m'est arrivé de me lancer dans un entretien épistémique avec, par exemple, avec Arnaud sur ses raisons de faire certaines choses. Et je me suis dit, non, finalement, il a ses raisons, elles sont louables. Est-ce qu'il y a une autre question? Un monsieur, pour une fois. C'était les gris-gris. J'utilise souvent les gris-gris, c'est très parlant. On cherche autre chose. Oui, lui, il va carrément chercher. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de regarder les vidéos d'Anthony, c'est parce que ces exemples sont très, très subtils. Aller chercher il faut bien choisir. Il faut évidemment trouver le truc le moins clivant possible. Les religions, ils comparent souvent, quand il y a un chrétien ou un musulman, il dit souvent, moi, j'ai rencontré une personne bouddhiste qui me dit la même chose pour les mêmes raisons. Mais vous ne pouvez pas tous les deux avoir raison. C'est pas possible. Alors, comment je fais, moi, pour savoir qui a raison? Tu vois? Donc effectivement, essayer d'avoir une culture de l'entretien épistémique, c'est aussi
apprendre les exemples classiques qui sont souvent utilisés pour telle et telle circonstance. Parce que ça demande un effort de créativité dans bien des cas. Non, ben non, ça sert pas à grand chose en fait. Ça sert pas à grand chose parce que et de même, hein, là t'es dans le débat en fait. Tu amènes une connaissance. Faut pas amener de connaissance, faut rester dans le questionnement. Et d'ailleurs, c'est un des points très importants, c'est même le point qui, moi, me préoccupe le plus dans l'entretien épistémique. Bon, ben, vous avez vu, c'est des conversations très gourmandes en temps, en ressources. Là, l'atelier qu'ils proposent, ils font même d'abord une feuille où on se met bien d'accord sur ce que ça veut dire, la vérité, les croyances, les connaissances. On discute de la définition de ces mots-là avant de se lancer dans une affirmation, etc. Moi, je suis plus exposé à des gens qui ont besoin rapidement d'un moyen de rétablir les liens de communication avec une personne. Pas de les faire changer d'avis, mais de rétablir un lien qui n'existe plus. Et le premier point, la première des démarches, c'est de se dire « je dois rester dans le questionnement ». Si vous posez une affirmation, c'est terminé. Vous posez des questions à la personne. Pourquoi tu crois ça ? Ah oui, tu veux bien m'apprendre pourquoi tu crois ça ? Et vous êtes cette espèce d'élève impertinent qui cherche la petite bête, qui cherche le « mais pourquoi ? Et pourquoi ? Dis-moi en plus ». Voilà, jusqu'au moment où la personne elle se dit « ah ben tiens, je ne sais pas aller plus loin que ça finalement ». Voilà. Monsieur ? Comment vous êtes sûr, quand vous procédez à un tel questionnement, de ne pas glisser dans la dialectique heuristique, c'est-à-dire le fait de tourner les choses de sorte qu'on ait raison, même en appuyant sur un questionnement ? C'est un gros problème, oui. C'est un gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le pratiquent assez mal et qui tombent effectivement dans cette espèce de manipulation. Ils en sortent eux-mêmes satisfaits avec l'impression d'avoir mené un bon entretien. Et la personne, elle a juste l'impression d'avoir eu affaire à un manipulateur. Et derrière, elle va encore plus se méfier la prochaine fois qu'on lui parlera comme ça. Oui. En fait, si on va s'apesantir sur les mots, si on va être trop explicite, formaté, etc., on peut déformer sa pensée parce que finalement, il ne va peut-être pas jusque-là. Et est-ce que ça a un sens pour lui de s'en tenir au fait d'être bien dans son contexte, d'être paisible? Vous voyez, il s'est interrompu alors qu'il est passé un examen, il s'est montré disponible, il veut rester en contact. Finalement, tout ce que son comportement nous dit, c'est déjà une réponse. Oui, tout à fait. Après, on peut s'interroger sur la légitimité de faire ça comme ça. Oui, pardon. Je vous passerai bien un micro, mais... On va faire... oui, sinon, venez, monsieur. Hein. Merci, c'est très gentil. Pardon, je ne sais plus où... Ça te fera les dents. Je vous écoute, monsieur. Enfin, on vous écoute, excusez-nous. Je vous en prie. Je ne sais plus où j'en étais, finalement. Excusez-moi. Mais du coup, il faut que tu parles dans le micro. Oui. Oui, donc, Lève-toi et fais 2 pas en avant. Ok, oui. Et marche. Ouais, ce que je voulais dire, c'était que finalement, sa réponse contenait dans des mots, mais également sa posture. Il avait passé un examen, il s'est montré disponible. Finalement, il a accepté de parler de sa croyance sans s'énerver. Finalement, est-ce que ça, c'est pas aussi important que le contenu même de sa croyance ? Finalement, la façon dont le comportement qu'il adopte quand il en parle, ça montre que finalement, il est disposé à en parler, que ça l'énerve pas, qu'il veut même rester en contact. Il a pris du temps sur lui alors qu'il avait une marge où il pouvait se concentrer, peut-être se reposer. Il a préféré, il a accepté de la consacrer à quelqu'un qui allait le mettre en porte-à-faux alors qu'il passait une épreuve. Finalement, est-ce que ça, c'est pas une réponse suffisante ou est-ce que ça rentre dans le champ de l'échange épistémique, d'analyser aussi la réponse Oui, il faut être très attentif à cette espèce de truc qui n'est pas du tout étudié ni prouvé, enfin très peu étudié ni prouvé scientifiquement, qui est le langage non verbal. Oui. Donc effectivement, alors Anthony insiste beaucoup, par exemple, sur s'il se croise les bras, il a un mouvement de recul, il faut être attentif à tous ces trucs-là, c'est vachement important parce que ça fait partie du langage. Mais quelqu'un qui va être, à contrario, prosélyte,
sa démarche n'est pas loin d'être identique en fait, parce que lui, dans sa tête, il a l'impression d'amener le bien. Et il va avoir aussi cette espèce de démarche positive finalement. Tonton Hubert, quand à table, il est un petit peu irritant. S'il est irritant, c'est parce qu'il fait un peu le malin, pas parce qu'il est agressif ou quelque chose du genre. Il a une attitude qui est assez comparable à celle de James. Il arrive en disant quelque chose pour le bien de tout le monde. Et donc, oui, il faut tenir ça en compte. D'accord, oui. Ok, merci. Ouais, bah alors il va falloir que vous veniez un peu, parce que bon, il y en a des kilomètres de câbles. Donc, Ouais, lui, on l'entend, lui, oui. Moi, ce qui m'embête, c'est que je connais des gens, je crois qu'ici on est tous croyants de quelque chose. On ne peut qu'être croyant de quelque chose. Et, attendez monsieur, et en fait, la croyance parfois, enfin, moi je connais des gens qui sont, comme on dit, très croyants, très fervents dans leur foi, et ça sauve leur vie. Bien sûr. Pourquoi aller enlever la croyance de quelqu'un? Enfin, je veux dire, est-ce que ça doit être un de nos devoirs d'aller enlever la croyance? Pas du tout. Pas du tout. En aucun cas. À nouveau, c'est à chacun d'évaluer le truc. Moi, ce que je fais, c'est mettre un outil à disposition d'un contexte. Ce contexte, c'est les croyances problématiques. L'engagement dans une secte, le refus d'une thérapie, etc. etc. Parce que j'en reçois plein et parce qu'on en croise tous dans nos vies tôt ou tard. Et qu'on est particulièrement démunis dans ces cas-là. Et les retours que j'ai par rapport à ces quelques conseils, qui sont aussi simples que reste juste dans le questionnement quand tu converses avec la personne, les retours sont incroyables. Les gens me remercient, ils ont pu reparler avec telle personne. C'est super, maintenant on a pu rééchanger, on se revoit, on s'engueule plus. Et parfois, non, le but n'est pas atteint, il ne prend pas sa chimiothérapie, il va pas, mais au moins on progresse et le truc n'est pas rompu, on va un petit peu plus loin. Mais ça, c'est des cas de nécessité. Évidemment, on ne file pas un médoc à quelqu'un qui n'est pas malade. Parce qu'on peut le rendre malade à ce moment-là. Je crois que là, la métaphore fonctionne assez bien. Donc, ouais, c'est un petit truc un petit peu dangereux. Il faut faire un peu gaffe. Surtout qu'il y a vite une... On observe, je l'ai même observé sur moi-même, hein, une espèce de réflexe de vanité à se dire ah, j'ai cette capacité, eh ben, je ne vais plus rien laisser passer dans tel ou tel domaine. Moi, quand j'étais en pleine shitstorm, comme on dit, par rapport à l'homéopathie, je m'en donnais à cœur joie dans mes commentaires YouTube, quoi. Je veux dire, il y a eu des jours où j'avais envie de ne pas en laisser passer un seul. Et je me sentais un petit peu victorieux de réussir à tous les caler. Mais en réalité, je faisais quoi ? Je faisais absolument rien. Je clouais le bec des personnes qui se disaient bah, c'est un connard, j'irai plus jamais regarder ses vidéos, point barre. Est-ce que c'est valable sur Internet? attends, on a une sucette profite. Une sucette. Alors oui, alors tu demandes si c'est valable sur Internet. Bon là, on entre dans un truc que j'ai pas eu le temps d'aborder, c'est les bonnes conditions du truc. Ça marche vraiment pas bien quand il y a des gens qui regardent. C'est un truc assez intime. Ça, c'est particulièrement pas à faire en présence d'autres personnes. Et notamment Internet, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens. Donc les réseaux sociaux, etc., mener des entretiens épistémiques publics sur les réseaux sociaux, vous oubliez. En vidéo, c'est l'extrême limite. Moi, j'ai un format qui a des questions épistémiques par-ci, par-là, mais qui est aussi de l'ordre du débat, excusez-moi, qui s'appelle Versus sur ma chaîne. Là, ça va, parce qu'on a cette sensation d'être entre nous deux. Mais si vous n'avez pas cette sensation-là, c'est vraiment pas à faire. Ça marche moins bien aussi sur les personnes que vous connaissez. Je veux dire, ouais, tes trucs de zététi machin, là, que tu es en train de me faire, je te vois venir. Hein. C'est aussi simple que ça. Voilà. Moi, j'avais une question sur quand vous dites de répéter oui. l'argument. Est-ce que c'est répéter tel quel pour que la personne en face s'entende dire de l'extérieur ce qu'il a dit, ou est-ce que c'est reformuler? Reformuler, pardon, oui, tout à fait. Reformuler ce que vous avez compris. Pour être sûr d'avoir bien compris. Il n'y a aucune fois de ma vie où j'ai reformulé correctement du premier coup. Pourtant, j'estime que je suis censé quand même savoir comprendre les gens. Mais à chaque fois que j'ai reformulé, on a d'abord discuté de la reformulation. C'est dire à quel point, si je ne l'avais pas fait, on serait parti sur un discours de sourd, parce qu'en fait, on n'était déjà pas d'accord sur ce sur quoi on était en train de causer, et on ne s'en rend pas compte. Donc c'est vraiment important, la reformulation.
Je vous remercie pour votre intervention. Donc moi, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le doute. Donc je voulais juste faire un petit témoignage. J'ai rencontré des curés impertinents, donc j'ai une foi qui m'appartient. Et surtout, je me souviens du témoignage d'un de ces curés qui disait, alors premier témoignage, c'est un con qui fait curé, ça n'a jamais fait un con de moins. Et le deuxième témoignage, c'était par rapport à la notion du doute. Pour lui, le meilleur des croyances, c'était l'agnostique. Et c'est ça qui l'intéressait, c'était pouvoir rencontrer quelqu'un qui était dans le doute, qui se questionnait et qui était en permanence en train de questionner, et me disait-il d'interagir avec lui, parce que ça remettait en cause ses fondamentaux à lui, et c'était cette interaction dont vous avez parlé de responsabilité, et c'est là-dessus que j'aimerais peut-être que vous focussiez un petit peu davantage, parce que je crois que c'est important pour construire et maintenir le lien. Ben oui, c'est vachement important. Il y a plein de trucs, je l'ai dit, hein, c'est une version compressée de la conf. Je vous invite à aller voir la version complète sur YouTube. C'est pas sur ma chaîne, c'est sur l'excellente chaîne de Scepticisme Scientifique. Et ça s'appelle, si vous tapez simplement dans YouTube « Comment faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort », vous allez tomber dessus. Là, vous avez la version complète, mais vous n'avez pas la petite mise à jour avec la métacognition. Effectivement, on est ici pour parler de doute. Mais il y a un point qui est important à rappeler, c'est que tout entre dans le champ de la croyance, en fait. Alors, il y a plusieurs définitions. On peut opposer croyance et connaissance dans certaines définitions, mais globalement, la connaissance, c'est la partie de notre croyance qui est le plus éprouvée par le réel. Mais c'est une partie de notre croyance. Donc, il faut aussi... comment dirais-je, se mettre dans cette disposition d'esprit où on n'est pas là pour chasser les croyances, on est là pour les rendre, on est là pour faire en sorte qu'elles soient mieux soutenues, en fait. Et c'est en échouant à soutenir une croyance qu'on se rend compte qu'elle n'est pas terrible. Et là, on est déjà sur des principes qui ressemblent très fort à la méthode scientifique. En échouant à faire là, qu'on se rend compte que ce n'est pas terrible. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Merci beaucoup. Du coup, est-ce qu'il y a comme présupposé à mener un entretien épistémologique d'être un expert ou en tout cas d'avoir quand même un minimum de connaissances, un prérequis, même si on ne va pas les apporter à l'autre, mais dans le fond de la tête sur le sujet en question ou pas du tout ? Mais carrément pas. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut carrément monter au front, entre guillemets, avec un Raoul. Je ne te le recommande pas. Mais on peut, quoi. Tu peux avoir affaire à un expert, tout ce que tu veux. Ce principe-là ne nécessite pas d'avoir une connaissance du sujet en lui-même. Ça nécessite juste d'avoir l'envie sincère et réelle d'être en empathie avec la personne, ce qui va être difficile avec Raoul, mais bon, il y a quand même moyen, si on cherche un peu, et d'aller explorer ses raisons d'affirmer que ce qu'elle croit est vrai. Voilà, je vous remercie beaucoup.